la route? Oui. On dirait qu'il y a 3 fois plus de voitures qu'avant l'accident. Je dois te voir. Faut qu'on parle du projet. Au-delà du plaisir, au-delà de la douleur, au-delà de l'obsession, C'est une chose à laquelle nous sommes tous intimement mêlés. il y a la fascination et la fureur. Crash. Attachez votre ceinture. Alors, tu viens? Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission de cinéma de RCN 90.7 et vous écoutez toujours votre fidèle présentateur Roland Marotel et comme vous avez pu l'entendre au tout début avec la bande-annonce de Crash, le film mythique de David Cronenberg, prix du jury à Cannes en 96. Et oui, on va parler non pas de Cronenberg, on en a suffisamment parlé, on va parler finalement de son alter ego cette fois-ci et sacré alter ego pour le coup. Car c'est Howard Shore, et Howard Shore, on va quand même revenir un peu plus sur sa carrière, et on va voir aussi que ce n'est pas que du Cronenberg, c'est aussi pas mal de Scorsese, c'est également pas mal de James Gray, enfin un peu de James Gray plutôt, et aussi pas mal d'autres réalisateurs, parce qu'il a une filmographie finalement, enfin une discographie plutôt démente en termes de compositeurs de films. Et avec moi j'ai Clément, comment tu vas Clément ? Eh bien bonjour, très très heureux d'être avec vous, de parler d'un si grand compositeur de musique de film. Bonjour Roland, comment vas-tu ? Et en plus c'est bien que tu sois là, parce qu'en parlant de composition de musique de film, je suis très content que tu sois là, parce que ça permettra aussi de parler un peu sur le travail en même de la musique à travers ces films quoi. Mais c'est pour ça que je suis là et surtout pour travailler. Pour parler d'un si grand compositeur comme Howard Shore, il y a beaucoup de matière à dire et il y a beaucoup de choses à évoquer. Alors Howard Shore donc, est né le 18 octobre 1946 à Toronto, au Canada, donc c'est vraiment le vrai compatriote de David Cronenberg du coup. Il a étudié la composition donc, au Berklee College of Music de Boston en 69 et plus tard il cofonde un groupe de rock qui s'appelle Lighthouse. Alors composé donc de plusieurs membres, notamment Skip Prokop, Paul Offert, Ralph Cole et Bob McBride, même Larry Smith donc. Dans ce groupe, Howard Shore va jouer donc du saxophone alto et de la flûte. Alors c'est vrai qu'il est très saxophone à la base, et finalement ça va le lancer plus ou moins dans une carrière aussi à côté à la radio, parce qu'il va aussi également composer en même temps, à cette époque, la musique pour des émissions de télévision, également donc pour la Société Radio-Canada, donc la SRC, c'est un peu l'équivalent on va dire de l'ancienne grande maison France Inter, c'était l'équivalent donc qui composait la radio et la télévision en même temps. Surtout à la fin des années 60, 70, c'était encore le cas à l'époque. Avec un petit groupe d'amis, quasiment tout de suite après, donc, il va notamment donc, avec le producteur, scénariste et acteur canadien Lorne Michaels, il va donc cofonder finalement donc, l'émission Saturday Night Live, et donc de 75 à 80, il va être le directeur musical donc des 5 premières saisons, et il va donc composer le thème lui-même. Du Saturday Night Live et notamment le thème au saxophone, c'est lui qui jouera du saxophone voilà. sur le thème. Le vrai show qui est ultra reconnu à travers le monde, qui est encore d'actualité, qui marche actuellement encore. Donc c'est surprenant de retrouver Howard Shore finalement. Si on connaît un peu son nom grâce à Cronenberg, on se rend compte qu'en fait il a commencé avec le Saturday Night Live. Quoi. C'est vrai que c'est assez impressionnant, surtout quand on voit son parcours par la suite. Se dire qu'il a aussi, à sa façon, contribué à une si grande émission qui est devenue culte aujourd'hui aux États-Unis, c'est vrai que c'est pas négligeable. Oui, et finalement, c'est quasiment encore en même temps qu'il va rencontrer finalement, on va dire, son vrai alter ego, David Cronenberg. Parce que finalement il va se lancer également dans la composition pour le cinéma, donc c'est le premier réalisateur qui va lui donner carte blanche pour faire les musiques de films, et donc Shore va livrer les partitions très représentatives on va dire du bon Cronenberg, donc il va faire toutes les musiques de films de David Cronenberg à l'exception d'une seule, Dead Zone, qui va être composée par Michael Kamen, mais Dead Zone c'est finalement aussi un film de commande, donc oui. Ça permet aussi de montrer un petit peu il n'était pas dessus, parce que je pense que Michael Kamen avait déjà signé pour le projet auparavant. Je pense que c'était un arrangement effectivement. Oui. Alors c'est vrai que Cronenberg c'est énormément de films,
Ça commence avec notamment... on peut parler notamment de Vidéodrome, de Faux Semblants, du Festin Nu, et Crash qui va être aussi, je pense, la BO qui va totalement le lancer au niveau peut-être international. Ouais, Je sais pas si on peut oui. dire ça comme ça, mais il était déjà bien fourni en termes de compositeur, hein. Il avait déjà travaillé avec beaucoup de monde à cette époque, parce que dès les années 80, il avait notamment donc travaillé avec Scorsese. Alors il faut savoir qu'en fait il a rencontré Scorsese grâce à Cronenberg, et c'est donc grâce à lui finalement qu'il a notamment collaboré donc avec Scorsese, et notamment il avait fait quelques autres BO, notamment Big de Penny Marshall, Moving de Alan Meters, et notamment donc c'est à partir des années 90 que il va également être plus ou moins reconnu à travers le compositeur, on va dire en gros guillemets, de Thriller, avec Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme. Oui, tout à fait. La musique du premier film avec Hannibal Lecter, qui est totalement iconique et incroyable. Et c'est vrai que dans les années 90, il va vraiment avoir une grande polyvalence sur la plupart des œuvres qu'il va signer. Et on en reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi sa grande caractéristique, c'est qu'il n'a pas seulement une simple identité sonore, il arrive vraiment à s'adapter à toutes les œuvres sur lesquelles il contribue. Pour Jonathan Demme, il a également collaboré avec lui sur Philadelphie, qui est un autre sujet complètement différent. Oui, complètement. Et on le voit d'ailleurs pour Madame Doubtfire aussi. Oui, tout à fait. On le voit également donc pour. Il a commencé aussi à collaborer avec David Fincher, notamment avec Seven, et on le revoit également aussi dans Panic Room. Donc c'est un réalisateur qui a c'est un compositeur qui finalement collabore avec énormément de réalisateurs, parce qu'il peut passer aussi bien d'un Sidney Lumet, d'un David Cronenberg qu'un Kevin Smith en l'espace de une seule année, en passant de Gloria, Existence et Dogma. C'est ça, et puis même l'année 97, il a fait James Mangold pour Copland, il est retourné avec David Fincher sur The Game, et ensuite il retourne avec David Cronenberg en 99 sur Existence. Alors il a également collaboré avec d'autres réalisateurs, pas seulement anglophones mais également francophones. Arnaud Desplechin avec Esther Kahn en 2000. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même eu carte blanche pour pas mal de réalisateurs. Alors pareil, il avait notamment collaboré récemment avec Hazanavicius. Oui, avec Michel Hazanavicius, exactement, oui, tout à fait. Pour le film, je sais plus le nom parce que tout le monde l'a oublié malheureusement. Le Prince oublié. Le Prince oublié, justement. Ça porte très bien son nom. J'ai même oublié la musique, moi, personnellement. Oh, purée. Mais il est toujours quand même revenu avec Cronenberg plus récemment. On l'a revu donc avec, on va dire, la phase Cronenberg où les films ne sont plus reliés uniquement sur le body horror, mais également sur l'aspect psychologique. C'est ça, ouais. Donc notamment avec A History of Violence, A Dangerous Method, mais également aussi donc Les Promesses de l'ombre et aussi Maps to the Star. Maps to the Star, oui, le dernier Cronenberg qui était sorti. Qui est pour l'instant l'heure du jour, parce que Cronenberg prépare un nouveau film. Oui, tout à fait, qui est sorti au milieu des années 2010. Et c'est vrai que même pour les années, la dernière décennie qu'il a passée, il a quand même contribué encore une fois avec beaucoup de grands réalisateurs. Et c'est vrai que c'est pas le compositeur de musique de film qui va forcément attirer l'attention comme d'autres qui sont extrêmement médiatiques, alors que pourtant il produit du contenu qui est extrêmement qualitatif et, comme je disais tout à l'heure, d'une grande polyvalence, parce qu'il s'adapte parfaitement à l'œuvre. Et on a un pléthore d'exemples incroyables avec lui. Exactement. Alors c'est vrai qu'il avait gagné pas mal de Golden Globes et quelques awards auparavant, mais la vraie BO qui va le lancer à travers le grand public, c'est forcément la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est ça, tout à fait. C'est à partir de ce moment, je pense, que le nom de Howard Shore a résonné dans les oreilles déjà, et dans la tête du très très grand public, du très large public, car le Seigneur des Anneaux, donc de Peter Jackson, va avoir un succès international, mondial, qu'on lui connaît. Et surtout, ce qui a fait la grandeur du Seigneur des Anneaux, au-delà de la réalisation, c'est justement la BO. La BO a vraiment eu un impact qui était assez majeur, en plus d'être récompensé aux Oscars de la meilleure musique de film. Et c'est vrai que c'est là qu'on a pu mesurer à quel point Howard Shore était un compositeur de génie. Oui, avec le Seigneur des Anneaux, il va quand même remporter l'Oscar de la meilleure musique de film pour La Communauté de l'Anneau en 2002, en 2004 pour Le Retour du Roi, et même la meilleure chanson originale, Into the West, en 2004. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin forcément de ces récompenses, de ces distinctions. Non. Quand on commence à collaborer avec Cronenberg, Scorsese, Fincher et compagnie dès les années 90, même dès les années 80,
c'est quelque chose d'impressionnant en fait de le Ah voir, oui, de le voir dans ce registre-là, parce que finalement il avait pas fait aucune BO d'ailleurs dans l'Heroic Fantasy. Non, auparavant. jamais, non, jamais. Et c'est vrai que, comme on le disait, il s'adaptait. Il est surtout sur des films qui vont être un peu, en grande majorité des thrillers. Mm, mm. Il a fait un peu de films familiaux. Il a fait des drames aussi. Tu parlais de Philadelphia tout à l'heure. On en parlera un petit peu On plus en tard. parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment la première fois qu'il signait quelque chose qui était dans la dark fantasy, Oui, un peu le médiéval évidemment. Mais Et surtout que c'est un travail titanesque. Alors, ah oui, oui, totalement. si on revient sur Le Seigneur des Anneaux, on sait très bien que le tournage du film déjà duré un peu plus d'1 an. Et ça s'est déroulé exclusivement en Nouvelle-Zélande, ce qui a permis également à Peter Jackson aussi de cofonder aussi sa boîte Weta pour les effets visuels et numériques. Et ça a permis aussi à Howard Shore de travailler au fur et à mesure ses BO, car il travaille énormément aussi par l'aspect à l'image, on en parlera un petit peu plus tard, mais surtout c'est un travail titanesque également pour Howard Shore, parce que finalement c'est carrément 12 heures de musique composée rien que pour les 3 films, C'est ça. dans des versions longues notamment, qui ont été adaptées, réarrangées par Howard Shore. Notamment il a fait des concerts symphoniques qui durent 2 heures, Oui, qui joue donc sur une tournée, qui a fait une tournée mondiale en 2004, donc c'est absolument effarant et dantesque, c'est un travail titanesque, et finalement ça a permis de le représenter au niveau du grand public. C'est en ça, fait. et surtout qu'il a tenu à diriger lui-même Oui. chacun des concerts, Mm, mm. et il a c'est ça qui est impressionnant, si jamais vous allez voir un live filmé où on voit Howard Shore diriger son orchestre, il n'utilise pas de baguette, il a une expression corporelle qui est absolument incroyable, et en plus de ça, il explique également, avec toute son humilité qu'on lui connaît, la manière dont il a voulu composer les choses. Si vous prenez par exemple le thème d'Isengard dans Le Seigneur des Anneaux, il a expliqué qu'il a voulu aller justement donner ce côté un peu industriel, métallique au monde des orques, à cette fabrique d'une armée qui est tout simplement qui est issue de la terre, hein, comme on le voit dans le film. Il a utilisé des percussions japonaises, il a utilisé vraiment en grande partie des thèmes avec des corps, donc les corps, je parle évidemment de l'instrument, il a utilisé en grande majorité des cordes pour donner vraiment quelque chose de très épique et d'inquiétant à la fois, et c'est totalement réussi, et ça tranche totalement avec le reste de la BO qui souvent est assez lyrique, qui est assez majestueux même des fois. Surtout celle du Communauté de l'Anneau, Exactement, on ouais. peut revenir un petit peu là-dessus. Pour le Communauté de l'Anneau, la Communauté de l'Anneau, pardon, c'est quelque chose de très... presque très lyrique, très léger, très simple. Forcément, je pense au thème de la comté. maison, de la comté. De toute manière, c'est quelque chose de très important et qui revient incessamment dans les 3 films. Car dès que quelqu'un, notamment surtout un des hobbits, parle de la maison, de la comté, il y a le petit thème qui revient derrière, à la flûte, qui est très léger, qui finalement, au fur et à mesure des Innocent. films, devient qui est très innocent à la base, qui est très presque pas joyeuse, mais qui est bienveillante. Ouais. Et au fur et à mesure, elle a un côté nostalgique, en fait. C'est ça. Au fur et à mesure de l'histoire et de l'aventure. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que cette illustration-là revient notamment à la fin du Retour du Roi, lorsque Sam évoque, quand ils sont au pied de la montagne, vous vous rappelez la comté, Monsieur Frodon, il y a la musique justement qui se déclenche, et cette musique-là, même si voilà, on n'a pas vu les films, on arrive à imaginer... Et le morceau est très simple, donc c'est il ça, ouais. reprend les thèmes agréables du thème principal, mais par exemple dès que Frodon va lui dire de rentrer à la maison, parce que c'est la fameuse scène où donc il est pris à partie et que Frodon bascule petit à petit dans la folie, là on réentend le thème de cette comté, mais d'un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique, dissonant, qui montre à quel point aussi la basculement est en train de s'opérer, et finalement ça va être au cas de Sam de réagir tout de suite après, quoi. C'est Sam qui va porter littéralement d'ailleurs Frodon sur son dos. Après, tout de suite après. Mais donc on va s'arrêter là-dessus, on va faire une petite pause BO tout d'abord avec le morceau de la Communauté de l'Anneau, le prologue donc de Howard Shore.
voilà, donc c'était un extrait issu de l'immense BO de la Communauté de l'Anneau, immense par la longueur et pas seulement par la qualité du travail d'Howard Shore. Donc on va revenir un peu plus sur l'aspect artistique de ce compositeur, qui est vraiment orienté sur des projets complètement variés et très riches. C'est un compositeur qui est souvent attaché à des projets à l'atmosphère lourde et pesante, comme on en a dit un petit peu plus tôt, suite notamment à sa relation avec Cronenberg. Vous prenez le thème, par exemple, de Crash, comme on a pu l'entendre au tout début, avec un thème très électrique, avec une guitare un peu dissonante, comme ça, comme il faut. On a aussi d'autres thèmes un peu plus sombres, beaucoup plus matinés dans ces aspects assez presque body horroresques dans Cronenberg. Je pense notamment à Chromosome 3, par exemple. Oui. C'est des partitions sombres, souvent atonales, qui collent à l'ensemble totalement viscéral, en fait, au cinéaste canadien. C'est une de ses pattes favorites, même je dirais, c'est qu'il arrive à s'espacer on va dire d'un aspect traditionnel, mais je dirais plutôt aussi, on va pas dire tiens c'est une partition de Howard Shore, tiens oui, c'est un machin, il a pas ce côté où en fait il va faire quelque chose qui va le représenter. C'est ça, oui. Il va toujours s'orienter par rapport à créer quelque chose en lien avec l'histoire et le thème du film. Par exemple, il aime très bien faire des thèmes menaçants qui sont reliés, par exemple, à une histoire de vengeance, comme dans Gangs of New York, par exemple. Toute la scène où DiCaprio lance un couteau, c'est un thème qui est très sombre et qui est mis en place pour montrer la vengeance qu'a ce personnage, qui veut se venger du meurtre de son père. On a par exemple également la même chose sur l'élévation de la violence dans Existence. Ouais. C'est des thèmes qui montrent à quel point le compositeur est là pour embellir en fait l'image et pas seulement la violence. Forcément la violence dans pas mal de ses films quand même, mais surtout pour montrer à quel point en fait c'est un questionnement aussi émotionnel. C'est ça, et c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment la grande force de Howard Shore, c'est que il a forcément sa patte, hein, on peut facilement le reconnaître si on tend bien l'oreille, mais c'est pas le plus simple à reconnaître par rapport à d'autres. Ce n'est pas par exemple un John Williams, voilà ce n'est pas un John Williams, ce n'est pas aussi un James Horner, qui est très significatif aussi, avec l'utilisation des voix. Ce n'est pas un plagieur comme Hans Zimmer. Mais je n'osais pas la faire, mais effectivement. Mais surtout, c'est quand même quelqu'un qui arrive à faire passer l'angoisse au premier plan. Ouais. On prend un film simple, Panic Room. Vous allez avoir toute la scène où donc les cambrioleurs vont arriver dans ce film. Donc toute la scène va se faire en plan séquence, où on va découvrir à peu près toute la maison en fait avec une caméra très aérienne, très légère, qui va notamment le plan à cafetière et compagnie. Mais la musique va commencer à mettre en place l'ambiance du film. Ça. Pas seulement grâce à la photographie de Darius Khondji qui est très belle dans ce film, mais surtout à poser l'ambiance. Dans Seven, lorsque les inspecteurs découvrent la cachette aussi de John Doe, il y a un moment où en fait on apprend toute la conspiration derrière ce personnage, en fait, toute la fabrication de ces meurtres qui était ultra élaborée. L'angoisse sur les découvertes macabres du tueur, en fait, elles sont totalement magnifiées par la musique. Notamment cette scène aussi, je repense à la découverte du mec qui est finalement endormi par la paresse, qui est absolument dégueulasse. C'est horrible, ouais. Mais c'est vrai, c'est là où il est très caméléonesque dans son adaptation à l'œuvre, et c'est ça qui fait de lui un grand compositeur, c'est qu'il arrive parfaitement à s'adapter, à donner de la légèreté et aussi de la tension. Et moi j'irais même sur le terrain du Silence des Agneaux, qui pour moi est pareil, une de ses œuvres totalement majeures. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il n'a pas eu d'Oscar avant Le Seigneur des Anneaux, ne serait-ce que pour ce film-là, parce que le Silence des Agneaux arrive parfaitement à nous montrer toute l'essence même de Howard Shore. Dès l'ouverture, on a quelque chose qui est extrêmement intriguant, qui est extrêmement angoissant, et pour autant on découvre en fait Clarice Starling dès les premières images, et c'est ce thème qui accompagne un personnage qui est extrêmement entre guillemets fragile, parce que c'est un bleu à la base. Oui, c'est ça, en plus c'est un bleu. En plus elle arrive à l'école du FBI. Elle est à l'école du FBI, elle est en formation, et pour autant on va lui confier une mission d'enquête sur une vague de crimes d'un serial killer qui est quand même assez violent, qui est Buffalo Bill, et elle va quand même aller demander des informations à Anthony Hopkins, qui joue donc Hannibal Lecter, qui est derrière
les barreaux plexiglas. Et puisque finalement Buffalo Bill est plus ou moins un copycat C'est ça, du travail de Lecter. De Lecter, ouais. Et toute l'ambiance sonore du Silence des Agneaux est totalement magnifiée par le travail d'Howard Shore. Et on oscille entre le thème qui est très propre à Clarice Starling et en même temps toute l'intrigue et la violence d'Hannibal Lecter qui arrive à être magnifiée par encore une fois l'utilisation plutôt des cordes là cette fois-ci et d'une ambiance sonore comme tu disais qui pose, qui est extrêmement forte et qui montre la tension et la puissance du personnage d'Anthony Hopkins. C'est vrai qu'il y a toujours une tension, mais il y a également aussi, avec des réalisateurs qui travaillent sur le corps comme Cronenberg, il y a aussi sur le travail forcément du corps et de la tension sexuelle. C'est des thèmes qui restent très douloureux quand même. Oui, c'est quand on repense à ces scènes-là, notamment, je pense, il y a le thème qui est en filigrane dans A History of Violence, avec la scène dans l'escalier, donc avec Maria Bello et Viggo Mortensen. C'est une des scènes charnières du film, donc il faut en parler. Ouais. Mais le thème est en souterrain en fait. Il est en train de poser les bases. Il a un côté beaucoup plus sombre, alors qu'il est déjà assez sombre, déjà d'une manière pour penser sur la présentation du personnage de Mortensen. Là, c'est pour vraiment montrer le basculement en fait du côté animal qu'il avait renfoui en lui-même, qui finalement sort on va dire du sous-sol quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc c'est finalement pas plus. C'est intéressant de la façon dont en fait Cronenberg a utilisé le lieu, les escaliers. Ouais. Parce que finalement, c'est soit ascendant, soit descendant. En fait. Ça montre à quel point il est entre les deux. Et le thème suit parfaitement ce qu'on disait, c'est ça. Il y a toujours un positif et un négatif, si on peut vraiment synthétiser les choses de cette manière simpliste. Et ça rejoint ce qu'on disait juste avant sur le Silence des Agneaux, entre le bien et le mal, avec Clarice Starling et et Hannibal Lecter. Mais dans ce style-là, forcément, le plus grand thème qu'il ait construit là-dessus, c'est forcément dans Crash, qui a un thème à la guitare électrique, qui a un côté, une harpe envoûtante. Ça montre aussi la froideur incandescente de ce film, et surtout la froideur finalement de la tôle broyée. Déstructurée, ouais, totalement, c'est ça. Mais je m'étais un peu renseigné aussi sur la BO, voir l'interprétation de certaines personnes, comment ils la ressentaient. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a plus ou moins tous ressenti, c'est que ce thème est à l'image de ce que le film veut nous montrer, en tout cas de ce que Cronenberg veut nous montrer. C'est dès le début, dès le générique. Mais tout de suite, oui, tout de suite. C'est vraiment cette espèce de voiture qui subit un accident, qui va se tordre, qui va se distordre, qui va vraiment subir une modification, comme les personnages dans le film qui vont tous subir à cause d'un accident de voiture une modification corporelle. Modification corporelle, et puis surtout liée par l'excitation sexuelle, comme cette scène où Elias Koteas va rentrer dans la voiture de Deborah Unger, je crois que c'est Deborah Unger, forcément qui rentre dans le capot arrière, c'est comme une volonté de pénétration. Ouais, aussi, voilà, c'est la véritable c'est vraiment une symbolique, c'est vraiment symbolique. Donc on est parfaitement dans ce thème-là, et encore une fois, Howard Shore a totalement réussi le fait d'allier cette musique. Et c'est très rare, parce que ce qu'il fait, c'est totalement différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Surtout au début. C'est un compositeur qui, on le reprend par exemple dans Faux Semblant ou même dans M. Butterfly, c'est des thèmes qui ont un côté très lyrique, très trouble, très presque troublant quand même, dans sa manière de représenter quelque chose de beau, alors qu'à l'image, ça peut être quelque chose d'un peu plus troublant en fait. Dans M. Butterfly, notamment, cette scène avec Jeremy Irons a un côté très beau, en fait, très presque d'une pudeur assez visuelle, enfin assez sonore, plus que visuelle en fait. Donc, et je pense qu'il y a une volonté réelle de décalage là-dessus. Et c'est vrai qu'après, en fait, il va vraiment orienter un peu plus l'image, le son vers l'image. C'est ça. Et d'ailleurs, on le revoit également aussi dans d'autres registres, un côté beaucoup plus léger. Alors, comme par exemple dans Big, donc le film qui a véritablement lancé la carrière de Tom Hanks, Madame Doubtfire aussi, film de Chris Columbus. Mais peut-être l'un des thèmes les plus représentatifs, c'est High Fidelity, avec l'un des meilleurs rôles de John Cusack dans sa carrière, réalisé par Stephen Frears, encore un autre réalisateur du coup, qui a un côté très chatoyant et qui représente à perfection aussi les années 90 dans sa musique. C'est ça, oui, tout à fait. Alors, il a aussi travaillé dans un côté un peu plus différent. On le retrouve avec le côté électro-synthétiseur dans After Hours. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va au-delà de toute notion de composition sur un élément principal. Il va vraiment utiliser n'importe quel objet qui peut représenter et donner du corps
avec le film. Ouais, c'est ça, il est très créatif et comme on le disait, encore une fois, il sait parfaitement s'adapter. Les thèmes principaux de Madame Doubtfire mettent vraiment en scène ce côté familial, mais en même temps déchirant vu la situation. Parce que voilà, je veux dire, Madame Doubtfire est censé être un film pour la famille, pour tout le monde, mais dans le fond, il a quand même quelque chose d'extrêmement triste. Et il arrive à le donner à l'image. Le thème est absolument magnifique. Et reprend en même temps la dualité de Daniel Hillard, donc, qui est interprété par Robin Williams. Donc c'est très très réussi aussi, encore une fois. C'est vrai que c'est un compositeur, on voit à travers plusieurs films. Alors, si on prend par exemple des films qui ont une véritable notion de l'histoire et du temps, je vais prendre par exemple Aviator de Scorsese. Là, il va vraiment utiliser des cordes lumineuses, un balai des ballets vraiment aériens, très colorés, notamment les scènes en avion, parce que c'est vraiment représentatif de l'époque, de la période, et aussi, je pense, de Scorsese qui veut représenter le pré-âge d'or d'Hollywood, en fait. Il y a une volonté de représenter aussi la grandeur de cette époque, notamment avec un personnage comme Howard Hawks, qui était un illuminé complet, il faut quand même le dire. Ça montre aussi à quel point la musique va aussi orienter forcément d'une notion historique la chose là. Ça peut être des thèmes aussi un peu plus subtils et délicats. Alors, notamment le piano. Alors, il faut le savoir aussi, c'est que Howard Shore a composé pas mal de musique de piano, donc pas mal de concertos piano aussi à côté de ses compositions. Donc, dans The Game de Fincher, il y a une scène où donc Michael Douglas repense à son enfance. C'est des scènes absolument, je trouve, très très belles, parce qu'en fait c'est du 8 mm transformé en 35. Et donc en fait avec forcément cette image dégradée, avec une lumière beaucoup plus présente qui blanchit un peu on va dire ses souvenirs, et forcément là Howard Shore s'efface tranquillement avec ce piano dissonant, même un peu troublant sur le passé qui semblerait presque douloureux en fait, envers Michael Douglas. Et c'est très intéressant ce que tu dis vis-à-vis du piano, parce qu'il a composé intégralement une des dernières musiques de films qu'il a réalisé pour le film Pieces of Woman, qui est un film Netflix, et c'est intégralement que du piano. Et c'est des thèmes de 5, 6, voire 7 minutes. Et on sent à chaque fois, encore une fois, une dualité. C'est très beau, c'est très enfantin, c'est très léger. Et d'un coup, on sent qu'il y a quelque chose. Parce que je n'ai pas encore vu ce film, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a l'air. Il y a une vraie dualité, parce que finalement, en fait, ça va être la destruction d'un couple vis-à-vis aussi d'une fausse couche, en fait, aussi. Et donc, ça va être le personnage féminin aussi qui va avoir la non-détresse en fait d'avoir perdu son enfant, alors qu'en fait forcément son mari, qui est campé par Shia LaBeouf, lui en fait va être totalement être anéanti. Et donc en fait on va voir cette déconstruction en fait du deuil des deux, totalement différente. D'accord. L'une va traverser sur le temps, l'autre va être fulgurante. Et donc du coup les deux vont totalement se détruire. Voilà. D'accord. Il me donne bien envie. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Non, c'est vrai que pour revenir encore sur Howard Shore, je pense que ça va être la toute fin de notre deuxième partie. C'est vraiment, on va revenir sur sa force. Donc, c'est de travailler sur de multiples projets riches et variés, comme on l'a dit, mais plus ou moins atypiques et qui correspondent totalement à l'ambiance. J'en parle un petit peu vite fait dans Les Infiltrés. Il y a un aspect tango alors que l'histoire se déroule à Boston, donc c'est un côté plus irlandais. Pourquoi ? J'en reviendrai un petit peu plus tard. Concernant Le Seigneur des Anneaux, il y a des trucs tellement travaillés. L'utilisation de la voix, l'utilisation des chœurs. On est vraiment dans un aspect très similaire à ce qu'a pu faire Wagner ou Karl Hoff dans Carmina Burana. Je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout sur les thèmes, par exemple le thème des Nazgûl, pour ceux qui l'ont en tête, c'est totalement incroyable, avec une puissance du chœur et des voix qui est hallucinante. C'est vrai que le travail est, comme tu le disais tout à l'heure, titanesque sur Le Seigneur des Anneaux. En tout cas sur des thèmes comme celui-ci. Exactement. Et si on revient sur un autre film, le cas par exemple de La Mouche de Cronenberg, là les partitions, et comme le film, en fait, on a l'impression que c'est conçu comme un opéra en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, et surtout qu'en plus, La Mouche était un film de commande de Cronenberg, et que il a quand même décidé de travailler avec son ami Howard Shore. Et encore une fois, c'est
par rapport à ce que le film montre et ce que la musique nous donne à l'oreille, on a vraiment cette représentation de ce qui fait la force de la mouche avec donc le personnage de Jeff Goldblum. de Jeff Goldblum, merci, j'avais un trou, de Jeff Goldblum qui met tout son cœur et tout son âme pour aboutir à un projet, et on suit ça à la manière de, comme tu dis, d'un véritable opéra, d'une véritable pièce de théâtre. Finalement, cette histoire, on peut la transformer en La Belle et la Bête. C'est quasiment c'est la ça, même chose. c'est vrai. Donc en fait, c'est vraiment la base C'est une belle histoire d'amour. technique on va dire, d'un texte, d'un conte, qui peut facilement être transformé en opéra. Et forcément, je pense que c'est la matière qui a permis à Cronenberg et à Howard Shore de travailler en fait leur synergie là-dessus, quoi. Tout à fait. Exactement. Alors c'est vrai que en plus c'est un côté très dramatique. Ah oui, si on revient notamment à cette scène où là où Jeff Goldblum en fait se transforme totalement en mouche à la fin, où la musique va vraiment en fait partir sur un aspect déconstruit, contrairement au tout début où on a une musique beaucoup plus grande. On a la grandeur du scientifique qu'est Jeff Goldblum, et qui est vraiment très créatif qui a envie de tester des choses scientifiques. Et au final, plus le film avance et plus on sait ce qui arrive à Jeff Goldblum, plus on arrive sur un registre qui est extrêmement dur au niveau de la musique et évidemment tendu. Et pour autant, on revient vers quelque chose de beau et d'apaisé lorsqu'on voit que finalement, malgré sa transformation et tout ce qui lui arrive, il reste quand même amoureux de la journaliste, et on voit que la mouche qu'il est devenu, par force des choses, a tout de même encore une once d'humanité. A une once d'humanité et préfère en mourir plutôt que de continuer à souffrir. Tout à fait. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a une histoire de souffrance. Comme dans n'importe quel film de Cronenberg. Oui. Et c'est, je pense, aussi ce que représente aussi Howard Shore dans cette partition. Ouais, tout à fait. C'est la souffrance et la déconstruction d'un corps. Alors, pour le coup, on va faire une petite pause bio, donc on va revenir donc sur le thème de la mouche de Howard Shore. Et voilà, donc c'était un extrait issu du film La Mouche, composé donc par Howard Shore. Et pour terminer donc cette émission, on va faire un petit tour de table vite fait. Quel BO de Howard Shore finalement on préfère et surtout qu'on retient le plus? Eh bien, c'est compliqué d'en choisir une précisément. Après c'est vrai qu'on pourrait parler de certains thèmes, parce que c'est vrai que dans les BO de Howard Shore, on peut ne serait-ce que tirer un thème et on a déjà quelque chose de grandiose. Mais si je devais choisir moi personnellement une de ces BO qui m'a vraiment transporté, il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est compliqué. Celle de Crash est totalement hallucinante, mais disons que à choisir, je pense que ce serait le Silence des agneaux. Parce que pour moi, de A à Z, on a quelque chose qui est une œuvre complète, qui est vraiment complète. Et sinon, un thème à choisir, ce serait le thème des Nazgûl.
Ouais. C'est là que je trouve qu'il y a le thème des Nazgûl et d'Isengard que je trouve totalement incroyable. Voilà. Bah, si tu veux, pourquoi le thème de... Bah parce que je trouve qu'il a réussi à donner quelque chose d'extrêmement fort à ces personnages déjà qui sont cachés, mystérieux. On sait vite fait leur histoire par rapport au fait que c'était d'anciens rois qui ont été corrompus par Sauron, etc. Donc il y a vraiment ce côté tiraillé qui est extrêmement présent et détruit chez ces personnes. Et que ça devienne de simples spectres avec donc l'ambiance sonore représentée surtout par les chœurs. Je trouve ça grandiose et c'est extrêmement fort. Pour Le Silence des Agneaux, c'est vraiment le côté mystérieux, intrigue, thriller. Comme je le disais tout à l'heure, la distinction entre d'un côté une Clarice Starling, de l'autre côté un Hannibal Lecter. Et j'en veux pour preuve le thème de fin, lorsque on sait que, voilà, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire d'Hannibal Lecter et du Silence des Agneaux en particulier, il y a évidemment une idylle qui s'est formée, qui n'est pas trop présente dans le film, mais qu'on connaît bien, entre Hannibal et Clarisse. Et à la fin du film, quand Hannibal décide d'appeler Clarisse, il y a cette magnifique musique qui se met en route, et on voit Hannibal Lecter s'en aller. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'il va faire, parce qu'il attend le psychiatre de la prison dans laquelle il était enfermé. On ne sait pas ce qu'il va lui faire. Et le thème de Howard Shore est absolument magnifique sur le générique. Moi, je trouve ça incroyable. On est dans l'intrigue pure et dure. Et voilà, c'est... Désolé, je m'emballais là. Voilà les deux thèmes que je choisirais. Après, il y en a plein. C'est vrai que la BO de Crash, moi, m'a totalement bouleversé. Hein. C'est totalement incroyable de se dire qu'on a réussi à faire un truc comme ça et donner cette nuance, cette couleur-là à un film aussi dur que Crash. Donc... Non, il y en a plein. Et puis récemment, The Yard de James Gray, donc le thème qui est une valse, qui reprend vraiment toutes les bossines distinctives de ce qu'est une histoire de famille, une histoire de mafia, une histoire de corruption. Le morceau sur Queensborough. Exactement, ouais, voilà. Ou la scène magnifique, je coupe un petit peu, la scène magnifique où donc Faye Dunaway va tendre la main envers Mark Wahlberg, oui. C'est Mark Wahlberg quand il sort de... Oui, et bah voilà, on parlait que c'était un artiste très varié et compagnie. Il va utiliser la valse. C'est une valse. Pour un morceau en fait qui est d'une tristesse absolue. Ah oui, puis même la scène. Oui. Non, moi je trouve qu'il a vraiment réussi à donner cette couleur-là, et c'est pas chose aisée. C'est vraiment pas chose aisée. Par rapport à d'autres grands compositeurs de musique de film, il arrive vraiment à mettre une nuance. Il envoie une palette de nuances qui est totalement incroyable, quoi. Et c'est malheureux qu'il ne soit pas autant reconnu que ça. En tout cas, que son travail ne soit pas si connu pour l'ensemble des films qu'il a pu faire. Même Tim Burton, il a fait Ed Wood tout de même. Oui. Alors, il a fait quelques morceaux pour Ed Wood, parce qu'il n'a pas tout fait pour Ed Wood. Notamment, il y a la scène où le personnage d'Elvira va rentrer dans les studios. Oui, c'est du totalement du Howard Shore, quoi. Alors, et toi, Roland, alors Eh ben, écoute, j'allais y venir. Alors, c'est vrai que tu as utilisé donc Le Seigneur des Anneaux, donc avec son aspect très heroic fantasy. Il y a des cuivres, épique. Ça part dans tous les sens, c'est très très épique. T'as parlé aussi un peu de Crash, forcément, avec ce côté électrique, avec sa guitare. Il y avait cet aspect aussi très représentatif comme tu disais, avec le côté on va dire dissonant dans Le Silence des Agneaux. Je suis aussi un grand fan de Crash de Cronenberg, pour moi, qui est un de ses plus grands films, et la musique est absolument... en fait, je pense que c'est peut-être alors c'est un de mes choix, je vais tricher, je vais en prendre plusieurs au pire. Mais c'est vrai que c'est un des thèmes, en fait, qui prend tellement... qui est à la surface. Il est pas immergé comme, on va dire, certains autres thèmes, comme par exemple dans History of Violence. Celui-là, il est bien submergé, il apparaît de temps en temps, mais pour présenter une force matrice exceptionnelle dans ce film. Mais je vais revenir un peu plus également sur Scorsese, parce que finalement, y a un thème que je trouve absolument beau. C'est au tout début dans Hugo Cabret, donc le film de Scorsese. D'ailleurs, il a eu une nomination aux Oscars pour cette BO, Howard Shore, qui est d'une beauté, en fait, incroyable, et qui représente à perfection aussi tous les mouvements de caméra
que présente la scène d'introduction du personnage d'Hugo Cabret, qui descend cette espèce de toboggan et qui va en fait passer une porte, et en fait on découvre qu'il est à la gare de... Je crois que c'est la gare de Lyon à Paris, et qui est d'une beauté incroyable, et notamment il y a les accordéons qui apparaissent, parce que c'est Paris et compagnie. Mais bon, c'est le Paris ancien, donc ça marche, ça marche très bien. Notamment on voit aussi ce gardien de gare qui est campé par Sacha Baron Cohen, qui en fait est donc un ancien soldat blessé de la Première Guerre mondiale. Donc on est vraiment directement posé dans l'ambiance. On est donc en 1920, on sait très bien ce qui se passe à cette époque, c'est très compliqué, notamment pour les jeunes orphelins comme Hugo Cabret, et cette musique en fait montre à quel point l'ambiance en très peu de temps est mise en place. Et ça montre à quel point le travail de Howard Shore sur l'image, l'importance de voir quelque chose et de pouvoir composer derrière dessus, qui permet en fait d'embellir la situation, la mise en place et la mise en scène. Et je trouve que ça représente à la perfection aussi le travail de Howard Shore derrière. Et une autre BO aussi que je trouve très très belle, et qui est vraiment complètement différente de ce qu'on aurait pu penser à travers ce film, c'est donc Les Infiltrés, The Departed, autre film de Scorsese. Alors Scorsese aime beaucoup travailler la musique dans ses films, notamment la musique contemporaine. D'ailleurs dans ce film, c'est quasiment de l'autocitation au tout début avec Gimme Shelter, mais finalement, ce que l'on retient le plus aussi à travers ces films, je trouve, c'est la BO qui a été composée donc par Howard Shore, avec pas mal de ses collaborateurs derrière. Il a notamment donc composé avec J.A. Smith, Larry Salzman, quelques morceaux, car en fait, il va travailler finalement un thème, enfin plusieurs thèmes, notamment le thème de Billy, qui a un côté très triste, très nostalgique, qui montre en fait le passé troublé du personnage, parce que finalement c'est un personnage qui veut donc entrer dans le milieu de la police, mais en fait sa famille, notamment donc son oncle, est issu d'un milieu de la mafia. Il est donc tiraillé entre deux sens, donc c'est un personnage qui en fait n'a pas d'avenir en fait, c'est quasiment ça, c'est limite ce que le thème est en train de nous dire, c'est qu'à dire il va droit au mur, et donc c'est un thème d'une tristesse absolue, avec cette petite mandoline, et ouais en fait il va utiliser la mandoline et quelques autres effets de guitare classique, pour en fait en faire un thème, quasiment le thème principal, un thème de tango. En fait il va prendre la logique d'un tango. Finalement c'est pas innocent, parce que finalement c'est deux personnages, donc Matt Damon et Leonardo DiCaprio, qui vont plus ou moins échanger leur rôle. Donc c'est un qui est issu du milieu de la mafia qui va rentrer dans la police, et un du milieu de la police qui va rentrer dans le milieu de la mafia. Donc c'est finalement une danse entre les deux qui se met en place. C'est une boucle, un peu comme n'importe quel tango qui se danse exclusivement à deux, et donc en circulaire. Et c'est vrai que ce thème là en fait qui a pourtant un aspect très latin, qui a des origines latines. Le tango vient d'Amérique du Sud. C'est un milieu, en fait, le film est dépeint à Boston, on est dans le nord-est des États-Unis, un milieu très orienté irlandais, bien ouvrier, bien mâle comme il faut. Donc non, c'est vrai, c'est très mal. Donc d'ailleurs le personnage de Nicholson, il voulait quelque chose de plus dynamique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en plus il a Ray Winstone comme bras droit, donc qui est un personnage très bourru et représentatif de, on va dire, de la pègre irlandaise. Et c'est vrai que c'est totalement, on se dit mais pourquoi on fait du tango, mais en fait non, c'est très logique d'une manière à penser sur la situation des personnages et sur la façon de représenter en fait cette danse et ce jeu en fait entre l'insertion dans le milieu de la mafia et l'insertion dans le milieu de la police, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Et ça rejoint bien ce qu'on disait avant sur sa capacité à vraiment s'adapter et à donner corps aux images. Et pareil dans cette BO, c'est de la mandoline, c'est de la guitare. C'est très solennel en fait par rapport au milieu du monde de la mafia. Par exemple, tu vois, si on repense à des BO comme celle évidemment du Parrain, qui utilise des sonorités qui sont évidemment plus italiennes. Il faut dire aussi que le compositeur du Parrain, c'est Nino Rota, qui est italien. Et donc il a déjà cette connaissance-là de ce qui fait vraiment les musiques italiennes, mais on a toujours ce côté très solennel et très mafia, et c'est comme ce qu'on était en train d'expliquer tout à l'heure pour The Yards, et donc là avec Les Infiltrés, on a vraiment cette capacité de Howard Shore à savoir s'adapter aussi au thème des films qu'il va représenter, que ce soit quelque chose qui est très body horror avec Cronenberg, que ce soit qui est quelque chose de très énigmatique, comme on le disait par exemple avec Le Silence des Agneaux, très épique avec le Seigneur des Anneaux cette fois-ci, ou comme on l'a expliqué aussi entre Big et Madame Doubtfire par exemple, quelque chose de plus familial, de plus candide. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui est
incroyable chez lui là où Oui, d'autres c'est juste utilisent leur incroyable patte. en fait de voir quelqu'un qui peut facilement passer d'un Et genre à qu'on un ne autre reconnaît pas. et qu'on ne reconnaît Tu vois, pas. C'est très. Alors c'est vrai que en fait j'ai été très surpris de voir le nom Howard Shore apparaître. Des Par fois, exemple sur comme des ça, oui ouais, voilà mais- sur par exemple sur Madame Doubtfire ou encore Pieces of Woman, je pensais pas du tout que c'était lui quoi. Ouais, c'est ça, c'est surprenant. Alors que si on le met en perspective avec d'autres grands réalisateurs, d'autres grands compositeurs de musique de film, Comme on a dit plus tôt, oui, c'est c'est- voilà. on va les reconnaître. On va reconnaître un James Horner, on va reconnaître un John Williams, on va reconnaître Ennio Morricone. Il est voilà, il sait- Oui, quand même, si ça on se va reconnaît quand même facilement. voilà. Hein. Mais c'est vrai que Howard Shore, non, et c'est ça, je pense, qui fait sa force, c'est que c'est un véritable compositeur caméléon qui a signé des BO qui sont totalement incroyables et qui sont insoupçonnés, c'est ça. Mm. Vous l'avez entendu, vous avez tous entendu au-delà du Seigneur des Anneaux quelque chose qu'il a fait, mais vous ne saviez pas que c'était lui. Surtout qu'en plus, à l'annonce que Howard Shore donc, allait faire la composition du Seigneur des Anneaux, pas mal de fans et beaucoup de monde étaient très pas. surpris du nom et surtout étaient très circonspect en fait Dubité, du futur de son travail, parce que il faut quand même le souligner, c'est que quand le film a commencé et quand Shore a été officiellement annoncé comme réalisateur, on était juste à la sortie de Copland, Ouais. de Mangold. C'est vrai. Juste avant, il avait fait Crash, il avait fait vraiment des films qui étaient plus orientés thriller, action que fantasy, que fantasy ouais, et heroic ouais. fantasy. Donc c'était vraiment quelque chose de très couillu, même c'est pour le dire. Et finalement, ça a très très bien marché. Mais je pense que Peter Jackson avait tellement travaillé en amont son projet qu'il savait très bien où il allait. précisément, oui, oui. Et je pense que voilà, il savait que Howard Shore était quelqu'un qui arrivait à s'adapter. D'ailleurs, petite anecdote, il a voulu commencer une contribution, oui, un partenariat, on va dire, de travail avec Howard Shore. Il lui a demandé de faire King Kong de 2005. Oui. Ça n'a finalement pas plu à Peter Jackson. Il a demandé donc à James Newton Howard, merci. Et finalement, c'était pas très grave parce qu'ils ont recommencé à travailler ensemble sur le Hobbit. Et ils ont fait la trilogie du Hobbit. Oui, notamment avec Misty Mountain qui reprend un peu, on va dire, le travail de ce qu'avait déjà fait Shore avec Tout à Le fait, Seigneur des Anneaux, en reprenant des thèmes, des chants et vraiment un aspect orienté sur le côté nostalgique, la maison, la recherche d'un idéal, foyer. En oui, fait. d'un foyer surtout, ouais. Parce que c'est ça aussi C'est- le Hobbit. ouais. C'est les nains qui Les essaient nains de qui retrouver veulent leur retourner, royaume, ouais, c'est leur ça. montagne. Et j'oserais le dire, sûrement, je pense, la chose la plus positive de cette trilogie, c'est la musique de Howard Shore. Du Hobbit, oui. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Faut l'oublier, cette trilogie, à part la musique. C'est clair. On va donc s'arrêter là-dessus avec un morceau issu des Infiltrés. Comme je l'ai dit, donc un morceau composé par Howard Shore avec notamment J.K. Smith et Larry Salzman. Et on revient donc la semaine prochaine pour un autre sujet, mais surtout une réalisatrice, cette fois-ci Céline Sciamma, à l'occasion de la sortie de Petite Maman, sortie le 2 juin. Je serai là notamment avec Sébastien et Charlotte. Donc merci à toi Clément d'être venu Mais pour merci. cette émission. Et donc on revient la semaine prochaine. Ciao tout le monde.